Jusqu'à quel point peut-on être coupable ? Est-ce qu'il y a des degrés dans la culpabilité ? Les circonstances atténuantes ou aggravantes peuvent-elles nous rendre plus ou moins coupables ? Si cette question se pose indépendamment du genre de l'accusé, peu d'individus l'ont incarné aussi singulièrement qu'une femme, que Monique Olivier. Peut-être que son nom ne vous dit rien. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'une femme se fait éclipser par son mari. D'une certaine façon, ça me fait penser à ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Développé par l'historienne des sciences Margaret Rossiter, l'effet Mathilda, c'est un phénomène qui montre que les femmes scientifiques profitent moins des retombées de leurs recherches et souvent au profit des hommes. Et l'historienne a nommé sa découverte d'après la militante féministe Matilda Joslyn Gage, qui, dès la fin du XIXe siècle, remarque qu'une minorité d'hommes a tendance à s'accaparer la pensée intellectuelle de femmes. Et la question se pose encore davantage dans le cas des « femmes d'eux », entre guillemets. La physicienne Mileva Einstein, par exemple, l'oubliée de la relativité, comme on l'appelle, en est un parfait exemple. Même Marie Curie a dû lutter pour que son travail ne soit pas absorbé par le Curie le plus célèbre des deux, c'est-à-dire son mari. Et c'est bien tout le problème avec les femmes d'eux. On a du mal à leur reconnaître leur part de responsabilité. Fussent-elles femmes de tueurs en série ? Parce que le mari de Monique Olivier, c'était Michel Fourniret. Le pédocriminel qui, à l'image de Marc Dutroux, a traumatisé la France, la Belgique et plus largement le reste de l'Europe. Selon les indications et les aveux du tueur en série, Michel Fourniret è uno dei principali serial killer francesi. Les fouilles d'un ancien jardin du beau-père de Michel Fourniret se terminent et n'ont rien donné. Sans surprise, la cour d'assises a suivi les réquisitions de l'avocat général. À 66 ans, le tueur en série ne devrait plus quitter la prison jusqu'à la fin de sa vie. Monique Olivier n'est pas une scientifique et pourtant, c'est bien le même phénomène qui lui a été appliqué. Sauf que ce qui a été invisibilisé, ce ne sont pas ses découvertes, non, ce sont ses crimes, sa cruauté, sa perversité propre, distincte de celle de son mari. Ni mieux ni pire. Tout le monde ou presque connaît le nom de Fourniret. Celui de sa femme, beaucoup moins. Pourtant, le nom de Monique Olivier devrait évoquer le même dégoût, le même effroi que celui de son ex-mari. Car c'est elle qui a légitimé les pulsions criminelles de son époux. C'est elle qui conduira les proies de Fourniret à leur bourreau. C'est elle qui va l'aider à explorer, à embrasser les moindres recoins de sa cruauté. Et si Monique Olivier présente et maintient une posture de femme soumise, discrète, effrayée, elle cache en réalité sa propre perversité derrière celle de son mari. Parce qu'il n'y avait pas qu'un seul ogre des Ardennes. Retour sur l'affaire, Monique Olivier. Pour nous accompagner tout au long de ce récit, Michel Fine, journaliste d'investigation et réalisatrice, ainsi que Jean-Luc Ployer, expert psychologue auprès des tribunaux, qui a expertisé Monique Olivier et Michel Fourniret. Vous faites de cette femme une espèce de vampe. Les femmes sont exclues du monde judiciaire. De Circé. J'étais bête, méchante, pleine de défauts. Femme coupable, un podcast La Première, de Juliette Proutot. Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'ait rien fait. Préparé avec Margot Page. Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. Et réalisé par Anna Bui et Alexandre Duval. On ne me coupera pas la tête. Femme coupable, épisode 8. Monique Olivier, le deuxième ogre des Ardennes. Fourniret. Ce nom est déjà bien connu du grand public quand, ce jeudi 27 mars 2008, s'ouvre leur procès devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières en France. Fourniret, c'est un nom qui, depuis l'arrestation du couple quelques années auparavant, écœure toute la France et la Belgique. Et si l'intensité médiatique de cette affaire est inédite, puisqu'il y a plus de 400 journalistes qui vont suivre le procès, la charge émotionnelle véhiculée par les crimes du couple est presque insoutenable. Chez les Fourniret, il y a donc Michel, bien sûr, celui qu'on surnomme l'ogre des Ardennes, accusé d'avoir, entre autres, enlevé, séquestré, violé et tué cette jeune fille. Ce jour-là, pour l'ouverture du procès, il est vêtu d'une chemise claire et d'un pull bleu, assorti à ses yeux. Il se tient bien droit, dans une posture rigide, autoritaire.
Il veut montrer que non seulement il n'a pas honte de ce qu'il a fait, mais qu'il n'a peur de rien. Le procès, quand il s'ouvre en 2008, Michel Fourniret, la première chose qu'il veut faire, c'est il essaie d'être le président de la cour d'assises. Il veut diriger les débats. Il veut toujours tout diriger de toute façon. Donc, au début, le président lui dit alors déclinez vos noms et prénoms. Et là, il sort un panneau et il dit sans huis clos, bouche cousue. Il exige le huis clos. Il exige le huis clos et c'est extrêmement pervers pour pouvoir dire aux familles exactement qu'est-ce qu'il a fait à leur fille. Il veut pas que les journalistes soient là. Donc, comme c'est pas lui le patron, il y aura pas de huis clos. Donc, il dit je ne parle pas. Et donc, le procès commence comme ça. Comme il parle pas, ensuite, il parlera beaucoup, mais pour rien dire, comme souvent. Comme il parle pas, on pose des questions à Monique Olivier. Et donc, toute l'attention va se focaliser sur Monique Olivier. Monique Olivier accepte d'être filmée. Michel Fourniret n'accepte pas d'être filmé. Donc, à l'image, on ne voit qu'elle. Et dans les débats, c'est à elle qu'on pose des questions. Donc, elle va très mal le vivre, ce procès, parce que c'est très violent, parce que tout le monde s'en prend à elle. Et que elle, c'est toujours la stratégie Monique Olivier. C'est plus petite je me fais, mieux je me porte. Monique Olivier, la femme de Fourniret, enfin son ex-femme plutôt, elle se tient à sa droite. Elle a les cheveux gris-blanc, courts, elle porte une veste fine, zippée, et le tout dans des tons neutres, fades. Contrairement aux yeux bleus perçants de son mari, elle a le regard vide, inexpressif au possible. Elle est plus grande que ce qu'on imaginait, 1m75, mais elle courbe le dos. Elle a presque l'air de se demander ce qu'elle fait là, dans cette salle d'audience. Monique Fourniret possède un physique extrêmement banal. Ni grande ni petite, ni maigre ni grosse, son visage tombe un peu. Il y a quelque chose de terne chez elle. Elle ne ressemble pas à grand-chose. Or, le physique de Monique Olivier est important. Pas dans une quelconque perspective esthétique, non mais parce que son physique, ses traits, ordinaires, transparents, ont eu un impact sur la façon dont les victimes l'ont regardée, la façon dont les policiers l'ont appréhendée au début de l'enquête, et sur la façon dont les jurés l'observent. Pourquoi ? Parce que personne ne s'est méfié de ce visage. Or, derrière ce physique si banal, se cache l'une des rares femmes criminelles sexuelles de France. Et c'est peut-être l'une des pires. Elle est accusée de complicité pour plusieurs meurtres et pour un viol en réunion. Alors, on ne sait jamais à quoi va ressembler une criminelle, mais c'est parce qu'elle ne ressemblait à rien, en réalité, que personne n'a pu imaginer de quoi elle était capable, de quoi elle était responsable. Et ne vous y trompez pas non plus, le personnage clé de cette affaire dantesque, de ce procès comme de ceux qui vont suivre, ce n'est pas Michel Fourniret. Non, c'est sa femme. Séquence 1, Monique, avant Fourniret. Monique Olivier, son nom de jeune fille, est née à Tours le 31 octobre 1948. Elle a 2 frères, et si sa famille n'appartient pas tout à fait à la classe moyenne, elle n'est pas modeste non plus. L'une des difficultés dans la famille, c'est d'abord l'absence de communication, et surtout le peu d'estime et de respect que les hommes de la famille portent à la gente féminine. De son père, elle dit « Ce n'est pas qu'il ne m'aimait pas, juste qu'il était indifférent. » En revanche, elle décrit sa mère comme « la gentillesse en personne, douce et généreuse. » Elle dit « Maman avait un bon caractère, et j'en ai hérité. » Et pourtant, les relations entre la mère et la fille ne sont pas simples, et se dégradent au fur et à mesure. Quand on reprend un petit peu son histoire personnelle et notamment son intégration scolaire, en quelque sorte, on constate qu'elle a des difficultés à l'école. Tout simplement parce qu'elle est dans un espace d'inhibition, de repli sur elle-même. Elle se faisait un petit peu harceler. Elle n'avait pas du tout confiance en elle. Tout simplement parce qu'elle est d'un milieu familial où on l'a totalement écrasée, abandonnée. Donc structure abandonnique, blessée narcissiquement et manifestement très angoissée par rapport à l'apprentissage. Et sur un plan psy, si vous voulez, tout ce qui est du domaine de l'affect, de la sensibilité, chez elle, de son rapport à ses images parentales, qui était absolument pas structurante. Elle avait un père totalement absent qui l'a abandonnée et une mère violente et alcoolique quand même, il faut le savoir. Et elle était dans un milieu de masculinité. Elle a 2 frères et tout appartenait aux frères. C'était très macho, si vous voulez. C'était très patriarcal, en quelque sorte, par rapport à ça. Et manifestement, elle a été submergée par les émotions, elle a été blessée affectivement, et à ce moment-là, elle n'a pas pu utiliser son potentiel intellectuel. Par exemple, je lui dis, mais si vous n'aviez pas été aide-soignante, comme elle l'a été avant de rencontrer Michel Fourniret,
Qu'est-ce que vous vouliez faire comme travail, madame? Comme étude, enfin, vous voyez? Elle me dit, je voulais être soit médecin, soit archéologue. Ce qui est quand même tout à fait particulier. C'est-à-dire que si elle était totalement inhibée, immature et à la limite de la déficience ou pratiquement, on ne choisit pas ce type de métier, quoi. Avant de rencontrer Michel Fourniret, Monique Olivier, c'est une fille d'une famille de 3 enfants qui habite à Nantes, un père peintre, une mère dont elle dit qu'elle s'occupait plus de sa grand-mère qui était malade que d'elle. Elle dit que le père s'occupait plus des fils que d'elle, donc elle a l'impression qu'on ne s'occupe pas d'elle et qu'elle est un peu une laissée pour compte. Elle a toujours eu ce sentiment-là, Monique Olivier, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Elle a l'impression de compter pour personne. Comme dit son avocat, dans une fête, celle dont on ne s'occupe pas et qui est dans un petit coin, c'est Monique Olivier. Donc elle va faire des études de dactylo. Elle voudrait pas être dactylo, elle a envie d'être médecin, mais bon, elle a peut-être pas les capacités. En tout cas, elle sera pas médecin. Elle a pas de but dans sa vie, quoi. Elle tombe sur un premier type qui est Michaud, André Michaud, avec qui elle va se marier, dont elle dit qu'il est violent. C'est très compliqué. Le couple se défait. Elle a 2 enfants avec lui. Elle va abandonner l'autorité parentale de ses enfants. Elle va s'occuper de personnes âgées. Elle s'ennuie. Elle est dans le sud de la France. Elle sait pas quoi faire. C'est quelqu'un qui a pas de but dans la vie, qui a pas une grande personnalité. C'est quelqu'un qui a besoin de se reposer sur quelqu'un d'autre. Elle a besoin d'un été, Monique Olivier. Elle n'est pas une personnalité à part entière. Elle a besoin de quelqu'un pour exister. Un ancien collègue de travail de Monique Olivier dira « Elle avait l'air paumée. C'était une pauvre femme qui avait besoin d'une tutelle, incapable de s'assumer. » L'ennui et la solitude font partie des termes qui reviennent le plus souvent pour décrire la jeune femme. Elle ne semble jamais avoir été active dans ses choix de vie, comme si elle attendait que ça passe. Après avoir fui son mari via une association de femmes battues dans l'Hérault, elle devient auxiliaire de vie auprès d'une jeune femme en situation de handicap. Elle épouse ensuite un Américain en secondes noces, dans l'espoir de partir aux États-Unis. Mais le mariage dure 6 mois, et elle reste en France. Tout aurait été différent si elle était partie, si elle s'était sentie utile. Mais non. Monique Olivier se retrouve seule, de nouveau, à 38 ans avec peu d'envie et aucune perspective. C'est pour ça qu'un jour de l'année 1987, alors qu'elle feuillette le journal chrétien Le Pèlerin, elle tombe sur cette petite annonce. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. L'auteur de ces lignes n'est autre que Michel Fourniret, 44 ans, alors emprisonné en France à Fleury-Mérogis pour plusieurs délits sexuels. Entre eux va se nouer une intense et étrange relation. Et pour la première fois, Monique a l'impression qu'on s'intéresse à elle. Elle rencontre ce type qui comprend, qui voit dans les premières lettres cette faille. Cette femme qui ne s'aime pas, qui dit qu'elle n'est pas jolie, qui dit qu'on ne la regarde pas, qui dit qu'elle est seule. Et il comprend très bien, il va jouer sur ce ressort-là, et il dit « Monique, vous n'êtes plus seule, vous n'êtes plus seule, vous n'êtes plus seule ». Et à partir de là, elle rentre dans son... Elle se fait avoir. Je ne sais pas si Monique Olivier comprend l'obsession de Fourniret pour la virginité. En tout cas, elle l'accepte. Il lui dit assez vite, dans une des premières lettres, qu'il est en prison pour viol, qu'il est à la recherche de vierge, de virginité, et elle fait « oui, bon, bah d'accord, de toute façon, tu as payé, de toute façon, je te pardonne, et tu es quelqu'un de formidable. » Donc ça ne lui pose pas de problème. C'est Monique Olivier qui a répondu à l'annonce. Mais c'est pas Michel Fourniret. C'est lui qui l'a envoyé, Michel Fourniret. Mais elle aurait très bien pu ne pas répondre à l'annonce. Elle aurait très bien pu aussi arrêter la communication épistolaire, compte tenu du contenu. C'était quelque chose quand même. Hein. Il lui cherchait des membranes sur pattes. Hein. C'est-à-dire des jeunes filles vierges, quoi. Oui, enfin, bon, c'est horrible, quoi. Alors, il lui explique les choses, parce que moi j'ai posé la question à Michel Fourniret. Il explique les choses en disant, il a comparé ça, il a toujours des images un peu particulières, il a comparé ça à 2 radeaux, à 2 épaves, qui vont sur le fil de l'eau et qui se rencontrent. Voilà, donc cette rencontre, c'est pas par hasard, surtout dans la durée. En quelques mois, il s'envoie 217 lettres. Il se donne des petits surnoms. Elle sera sa mésange, lui sera son fauve, son Shere-Khan. Le contenu de leur correspondance évolue pour prendre une tournure sensuelle, puis sexuelle, et puis complètement perverse, à mesure que Fourniret dévoile son obsession malade pour la virginité. Et effectivement, Monique ne semble pas choquée par les propos de son correspondant. Elle lui écrit par exemple « La mésange est très heureuse, et elle ne voudrait pas perdre son fauve maintenant qu'elle le connaît mieux.
Oui, je te le dis encore une fois, tu es quelqu'un de bien, de très bien même. Je t'adore. Fourniret exige de Monique un genre de confession libératrice sur son expérience sexuelle. Au début, elle dit non, mais il insiste. Si tu ne te confesses pas, je risque de récidiver. Ou alors il menace de rompre. Alors elle détaille sur une 20aine de pages la façon dont elle a perdu sa virginité. Peu importe ce que peut lui demander Fourniret. Au moins il la voit, il la regarde. Au moins elle n'est plus seule. Au moins elle peut être utile. Elle dira d'ailleurs plus tard: quand je lui écris, c'est pas pour faire ma vie avec, c'est pour recevoir du courrier. Pour exister pour quelqu'un. On ne sait pas si Monique Olivier comprend, adhère à l'obsession de son compagnon pour la virginité. Mais en tout cas, elle l'accepte pleinement. Parce que, jusqu'alors, sa vie n'avait pas de sens. Et que Michel Fourniret va lui en donner un sens pour lequel elle se révèle particulièrement enthousiaste et douée. À savoir satisfaire ses fantasmes et accompagner la réalisation de ses pulsions pédocriminelles. Et pour cela, le couple passe un genre de pacte. Le pacte, il est écrit par Michel Fourniret. Il est en 2 mots. Moi, je t'aiderai, Monique, à te venger de ton ex-mari qui a été violent avec toi. Et toi, tu m'aideras à trouver des vierges. Elle répond sans répondre. Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a jamais signé de pacte, que ce pacte est une invention de journaliste, une invention de magistrat. Elle, si pacte il y a, elle a rempli sa part du contrat. Lui, il ne le remplira jamais. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir André Michaud, qui est l'ex-mari de Monique Olivier. Il dit « je vais lui casser la gueule, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Michaud, qui les voit, s'échappe parce qu'il sent que ça va pas, il faut faire attention. Et donc, ils vont s'en prendre aux toiles de Michaud, qui est peintre et qui avait, quand elle était sa femme, eu Monique comme modèle. Il avait fait plusieurs toiles, peinture de nus de Monique Olivier. Ils prennent les toiles, ils les détruisent, ils les brûlent et ils vont être poursuivis au tribunal par André Michaud pour ça. Mais ils ne reviendront pas plus tard pour tuer André Michaud. Jamais. Donc la deuxième partie du pacte, ça marche pas. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette anecdote, l'anecdote du mari? Elle raconte que Fourniret, finalement, c'est un type qui est pas très courageux. Il dit oui, il a beaucoup de forfanterie, moi je vais t'aider à... Tu vas voir ce que tu vas voir, je vais le torturer, je vais le tuer. Mais dès qu'il voit André Michaud, il se jette pas sur lui, donc il fait rien. En fait, la seule chose qu'il sait faire, c'est torturer de pauvres jeunes filles. En octobre 1987, Michel Fourniret est libéré. Monique l'attend devant la prison. 2 mois plus tard, en France, dans l'Yonne, une jeune collégienne disparaît. Le premier crime du couple. L'acte fondateur de la pièce perverse et morbide qu'ils joueront pendant presque 2 décennies. Séquence 2. Les crimes et l'enquête. Le 11 décembre 1987, en fin de journée, Isabelle Laville, une adolescente de 17 ans, rentre à pied d'Auxerre jusqu'à son domicile, à Saint-Georges-sur-Baulche. Elle est brune, elle a les cheveux longs, raides, et elle les attache parfois avec une barrette sur le côté. Il y a 1,5 km qui la sépare de sa maison. En chemin, il y a une camionnette, une C15 blanche qui s'arrête à sa hauteur. La femme qui est au volant, elle a une 40aine d'années, les cheveux bruns, raides, et elle a l'air normale, entre guillemets. Elle lui explique qu'elle est perdue, elle lui dit peut-être quelque chose du genre « Excusez-moi, je suis pas du coin, j'arrive pas à me repérer, est-ce que vous pourriez m'aider ?» La conductrice n'a pas l'air dangereuse ou même bizarre, non. Alors Isabelle monte dans la C15. Quelques kilomètres plus loin, un homme avec un bidon d'essence à la main fait du stop sur le bas-côté de la route. La femme s'arrête de nouveau et accepte de faire monter le vieil autostoppeur pour le raccompagner à sa voiture en panne. L'autostoppeur, c'est Michel Fourniret, et celle qui conduit la camionnette, c'est Monique Olivier, bien sûr. La disparition d'Isabelle fait la une dans les médias locaux. Mais rien. L'affaire est classée sans suite, et ce, malgré les conclusions de l'enquête qui privilégient pourtant l'hypothèse d'un suicide ou d'un enlèvement à caractère sexuel. À ce moment-là, il n'y a que 2 personnes à savoir ce qui est arrivé à Isabelle. Ils ne sont que 2, à savoir que Monique Olivier, après avoir incité l'adolescente à monter dans la voiture, sort une arme et met la jeune fille en joue. Qu'elle la force à prendre des cachets pour la droguer. Ils sont que 2 à savoir qu'Isabelle a été ramenée à Saint-Cyr-des-Colons, dans la maison du couple, pour y être violée puis tuée. À savoir qu'elle a été choisie minutieusement par Fourniret à cause de sa ressemblance physique avec Monique Olivier quand elle était jeune. Ils ne sont que 2 à savoir que le criminel, par ce viol, voulait avoir l'impression de dépuceler à nouveau sa compagne. Non, tout ça, les enquêteurs l'ignorent.
Il l'ignore parce que l'affaire a été classée sans suite au bout de 6 semaines. Et que, pendant ce trop court laps de temps, personne n'a fait le lien entre l'enlèvement d'Isabelle et l'installation dans la région d'un délinquant sexuel tout juste sorti de prison. Ce premier crime est fondamental. D'abord parce qu'il ancre, qu'il assoit la dynamique criminelle du couple. Si Fourniret n'a pas une grande estime pour sa femme, il n'en a pour personne d'autre que lui, c'est sa présence à elle qui légitime la mise en œuvre de ses pulsions à lui. Moi, je pense que c'est Monique Olivier qui lui a donné son permis de tuer, si vous voulez. Bon, alors évidemment, c'est une formule. Ça veut dire qu'elle l'a légitimé dans son espace criminel. Avant qu'il sorte, avant qu'il rencontre Monique Olivier, il était déjà incarcéré, il avait déjà été condamné. Michel Fourniret, c'était, alors je m'en excuse auprès des familles de potentielles des victimes, hein, mais c'était pour nous, en tant qu'experts, si vous voulez, un pédophile banal, comme on en rencontre des centaines dans une carrière. Par contre, après, évidemment, on rentre dans un autre monde, dans un autre registre. Et pour qu'il ait pu continuer, si vous voulez, à exercer son besoin, comme ça, notamment le mythe de la virginité, etc., son besoin comme ça de séquestrer et de violer, il l'avait déjà fait, mais il l'avait jamais tué de sang. C'est un couple qui fonctionne en synergie. C'est-à-dire la synergie musculaire, il y a un muscle qui alimente l'autre, et réciproquement. Mais s'il y en a un qui arrête, l'autre n'est plus alimenté. Il y a forcément une systémie totale. Et c'est la raison pour laquelle c'est devenu un couple totalement infernal. Ce premier crime est aussi fondamental parce qu'il génère un sentiment d'impunité. Sentiment d'impunité dont les conséquences seront dramatiques. Le 12 avril 1988, moins de 6 mois après l'enlèvement d'Isabelle Laville, Farida Amiche, la compagne d'un ancien détenu de Fourniret, disparaît. L'ancien codétenu, c'est Jean-Pierre Elgouarch, un ex-braqueur qui avait demandé à Fourniret d'aider sa femme à déterrer un trésor enterré dans un cimetière. Ce soir-là, Farida se sent en confiance. Après tout, Fourniret est accompagné par sa compagne, Monique, qui d'ailleurs est enceinte. Alors elle ne se méfie pas. Elle a tort. On ne retrouvera jamais son corps. Avec l'argent du butin, le couple Fourniret achète un château, le château du Sautou, entre Sedan et Charleville-Mézières, à quelques kilomètres de la frontière belge. Or ce château, au milieu de la forêt des Ardennes, c'est presque un personnage à part entière dans la construction criminelle du couple. Il achète ce château, et quand vous arrivez dans ce château, moi j'y suis allée, ça a été une des plus grosses trouilles de ma vie. Vous avez une allée d'1 kilomètre face au château, et à droite et à gauche, cette grande forêt avec des arbres, des sapins immenses, tout noirs. Et vous entendez des chants de corbeaux. C'est horrible, c'est totalement flippant. Et c'est vraiment un décor de film d'horreur, quoi. Donc la forêt, elle est très importante. Et Michel Fourniret, il a acheté ce château parce qu'il était retiré du monde. Il était à la frontière entre la Belgique et la France, donc il pouvait très facilement aller enterrer une victime en Belgique alors qu'il avait enlevé en France. Et il pouvait faire ce qu'il voulait avec sa pelleteuse, enterrer les victimes qu'il voulait. Personne ne lui demandait rien. Là, il était tranquille. Au-delà de l'achat du château, le reste de l'énorme trésor leur offre une liberté financière que le couple va mettre à profit pendant presque 20 ans pour continuer la chasse. Les victimes vont s'additionner. En août 1988, Fabienne Leroy est enlevée à Châlons en Champagne. Elle est violée, tuée d'un coup de fusil tiré à bout portant. Son corps à moitié nu est découvert à 1h30 de route à l'ouest de la frontière belge, près de Mourmelon. 8 mois après la disparition de Fabienne, c'est au tour de Jeanne-Marie Desrameaux, une étudiante de 22 ans, de se volatiliser. On est le 18 mars 1989, près de Charleville-Mézières. Ce jour-là, le couple qui avait accueilli son premier enfant quelques mois auparavant invite la jeune fille à bavarder chez eux au château de Sautou. Ils veulent notamment lui proposer de garder le petit. Il lui saute dessus, elle se débat. Elle est forte, elle se laisse pas faire. Alors Monique Olivier intervient pour la maintenir au sol, la bâillonner, et permettre à son mari d'étouffer la jeune fille. Michel et Monique se marient quelques mois plus tard, en juillet 1989. En guise de témoin, ils demandent à leur voisin, unique invité de l'événement. La cérémonie dure 20 minutes. 6 mois plus tard, à Saint-Servais, en Belgique, c'est Elisabeth Brichet, 12 ans, qui disparaît. Le pays a changé, mais le mode opératoire est le même. Fourniret repère la petite, sa femme joue l'appât. Mais cette fois, Monique Olivier n'est pas toute seule, puisqu'elle emmène leur bébé de 15 mois dans la voiture. Après tout, rien ne ressemble moins à une menace qu'une mère et son enfant.
Alors le 20 décembre 1989, vers 19h, Monique Olivier s'arrête à la hauteur d'Elisabeth qui était chez une amie et qui rentre chez elle, à moins de 400 mètres de là. Elle lui explique que son bébé, qui est juste là sur le siège, il est malade, que c'est une urgence, qu'elle cherche le médecin du quartier. Elisabeth regarde la femme, qui a l'air d'une maman normale, et puis elle regarde l'intérieur du véhicule où dort effectivement un bébé. Alors elle monte. Michel Fourniret est à l'arrière, et on ne reverra plus l'adolescente. Quand il sort de prison, Michel Fourniret, Monique Olivier est là, et d'abord c'est la PA. C'est la personne, c'est la femme qui permet de rassurer les jeunes filles et qui fait que les jeunes filles vont monter dans la voiture sans trop se méfier. Voilà. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où le petit Selim naît, ça lui pose pas de problème, visiblement, de se servir de son enfant comme appât. Donc là, il y a une évolution. Quand on met de manière totalement froide et mathématique et systématique, tout simplement, on prend les responsabilités de Monique Olivier dans chacun des crimes. Sa responsabilité dans la manière d'appâter les victimes, sa responsabilité dans les crimes, sa responsabilité dans les viols, c'est consternant. Elle va très loin. Ce qui s'est passé, c'est comme dans tous les couples, c'est dur à dire, mais il y a une espèce d'érosion à un moment donné, ou de lassitude en quelque sorte. Et par exemple, ce qu'on constate au niveau du couple criminel, c'est que dans les premières années, elle l'accompagnait systématiquement. Elle était là. Quand il est séquestré, quand il est torturé, quand il est tué, elle était là. Et puis, au fur et à mesure des années, il y a une espèce de lassitude où elle est de plus en plus restée à la maison. Le fait est que les années passent et que personne ne les arrête. Le couple a complètement intégré ses pulsions perverses dans son quotidien. Une normalité construite sur un sentiment profond d'invincibilité, de toute puissance. Après tout, ça fait presque 20 ans, 2 décennies que leur mode opératoire fonctionne. Pourquoi ça changerait ? Eh bien, ça va changer parce que Michel Fourniret va commettre une erreur. Une erreur somme toute classique chez les criminels. L'excès de confiance. Si Monique Olivier a légitimé ses pulsions et a tout fait pour les réaliser, le tueur se désintéresse de sa femme, de ce qu'elle peut lui apporter, ne serait-ce que d'un point de vue criminel. Il l'a toujours méprisée, il n'estime personne. Mais dans cet excès de confiance, il va tomber face à plus fort que lui, plus fort et plus courageux. Elle s'appelle Marie, elle a 13 ans, et elle s'apprête à mettre fin, à elle toute seule, à la frénésie criminelle du couple. Séquence 3. La fin de l'ogre. Ce jeudi 26 juin 2003, Marie, une collégienne réfugiée politique avec sa famille en Belgique, se dirige vers l'un des supermarchés de Ciney, une petite ville belge à 40 km de la frontière française. Sur sa route, elle croise un homme à pied qui lui demande son chemin. L'adolescente lui montre la direction du doigt, mais l'homme insiste. « Non mais ma camionnette est juste là, ce serait plus simple. Et puis avec la végétation, on voit pas grand-chose. » Il dit « Allez, tu peux me montrer, ce serait plus facile. Tu n'as pas à avoir peur de moi, je suis père de famille et professeur de dessin. » Mais la petite résiste, elle n'a pas le droit de monter avec des inconnus. Alors Fourniret sent que l'affaire se corse. Peut-être regrette-t-il à ce moment-là d'être allé chasser, entre guillemets, tout seul. Parce que c'est lui qui estimait qu'il avait plus besoin de sa femme pour jouer les rabatteuses. Les gamines, il voulait les kidnapper lui-même. C'est lui le chef, c'est lui qui dirige après tout. Puis si Monique y arrive, il y arrivera. Et pourtant, la jeune Marie lui résiste. Alors il s'énerve. Ce n'est pas correct de ne pas faire confiance aux gens. De quoi as-tu peur ? La petite doute. Elle dira « J'avais un dilemme entre l'aider et me méfier. J'ai reçu une éducation catholique pratiquante et ne pas rendre service va à l'encontre de ce que je crois. » Alors sous la pression, Marie monte à bord de la camionnette. Elle comprend vite que quelque chose ne va pas. Fourniret roule vite, roule trop vite. Elle lui demande où il l'emmène, il lui répond « A dit non, pour te punir de ne pas faire confiance aux adultes. » Très croyante, elle se met à prier à voix haute, de plus en plus fort. Alors il la force à s'installer par terre, devant le siège avant. Elle se met à pleurer. Énervé ou stressé par ce comportement, Fourniret s'arrête dans un parking. Il ouvre la portière et sort la petite de la voiture. Il la tire par le t-shirt jusqu'à l'arrière de la camionnette, lui attache les pieds puis les mains. Elle se débat, elle lui demande en criant pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il lui dit « Tu dois me donner du plaisir. Si tu ne me donnes pas de plaisir, tu ne rentreras pas. Je te ramène si tu fais l'amour avec moi. » Alors Marie lui demande « Vous faites partie de la bande à Dutroux ?» Il répond en souriant. « Non, je suis pire. » Mais contrairement à ce qu'il croit, si la gamine est terrorisée, elle n'a pas abandonné la partie. Elle utilise ses pieds pour enlever les liens mis à la va-vite par son ravisseur, et ses dents pour ronger ceux qui entravent ses mains.
Sur la porte coulissante, elle voit un bouton « Appuyez ici pour ouvrir », ce qu'elle fait le plus doucement possible. Parce qu'il se sent si puissant, invulnérable, Fourniret n'entend pas la porte de sa camionnette s'ouvrir. Il n'entend pas la gamine sauter du véhicule au moment où il marque un stop. Il ne la voit pas courir dans tous les sens jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête. Stéphanie Janton, la conductrice, lui ouvre la porte. Alors l'adolescente monte et se dirige vers la gendarmerie la plus proche. Sur la route, Marie observe un véhicule s'approcher. « Madame, la camionnette, c'est elle. Elle revient. » Tout le monde garde son sang-froid. La conductrice lui dit « Toi, tu te concentres sur l'homme. Moi, je m'occupe de relever la plaque d'immatriculation. » L'adolescente relève la tête. « C'est le même. Je le reconnais bien. » Fourniret est arrêté 4 jours plus tard. Monique Olivier, avec son dos courbé et son visage éteint, ses yeux apeurés, est d'abord appréhendée presque comme une victime de son mari. Il fait manipulateur, froid, hautain, et elle semble perdue, paniquée. Elle est entendue par la police belge, elle explique qu'elle n'a rien vu, qu'elle ne sait rien, qu'elle ne comprend rien à ce qui se passe. Fourniret, lui, est immédiatement placé en garde à vue puis en détention provisoire pour la tentative d'enlèvement de Marie. Mais les enquêteurs belges le sentent. Cet homme-là, c'est pas son premier crime. Ils pensent notamment à Céline Saison et Manania Tumpong, dont les corps ont été retrouvés en juillet 2000 et mars 2002 en France, à Charleville et à Sedan, 2 villes situées juste de l'autre côté de la frontière belge. Et puis, la police belge est encore hantée, comme tout le pays, par l'affaire du trou. Alors tous les moyens sont bons. En collaboration avec les enquêteurs français, immédiatement mis au courant, des perquisitions sont organisées chez les Fourniret. On inspecte le jardin au géoradar à la recherche de corps potentiels. On lance des pelleteuses qui s'activent, mais rien. Par contre, dans la cave de la maison, c'est autre chose. On retrouve tout l'attirail parfait du pédocriminel. Des menottes, des vêtements d'enfant, des armes de poing, mais aussi des cordes, du scotch, des bâillons, et même des masques inhalateurs et des ampoules d'éther. Il est désormais évident pour tout le monde qu'il a commis d'autres crimes, qu'il y a d'autres victimes. Les interrogatoires se multiplient, mais l'homme, pervers et intelligent, ne cède pas. Et il n'y a pas de preuve directe qu'il relie à la petite Céline ou à Manania, ou à aucune autre affaire d'ailleurs. Et le problème, c'est que Fourniret, en détention, eh bien, il ne lâche rien. Il reconnaît la tentative d'enlèvement, et c'est tout. Michel Fourniret a été arrêté en juin 2003. Lui est en prison. Il peut être gardé 1 an maximum pour tentative d'enlèvement. Donc les policiers belges ont 1 an maximum. Elle est dehors. Et Jacques Fagnard, qui est le directeur d'enquête de la PJ de Dinan, comprend très intelligemment, très vite, que lui, il n'en tirera rien. Michel Fourniret, à chaque fois qu'on l'interroge, il écoute les questions, il réfléchit, il répond pas n'importe quoi. Donc lui, on ne lui fera pas à l'envers. En revanche, il comprend que le maillon faible, c'est elle. Et tous les efforts de la PJ vont porter sur elle. Elle va être entendue 120 fois. C'est-à-dire 1 fois tous les 3 jours, en 1 an. On la fait venir sous n'importe quel prétexte. Ils disent on la fatigue. Et au bout d'1 an, elle va finir par craquer. Et de manière assez étonnante, parce que des fois, Monique Olivier, elle dit rien. Et puis, au bout d'un moment, elle raconte. Et là, ça s'est passé. Un jour, le 29 juin 2004, on l'a fait venir, et là, dans la soirée, en plusieurs étapes, elle va raconter 8 enlèvements et 8 meurtres de jeunes filles. Et les policiers belges et les policiers français tombent des nues. Le 22 juin 2004, en moins de 30 minutes, Monique Olivier avoue non pas 1, mais 6 meurtres. À la fin de la journée, elle en confessera 9. Les enquêteurs sont sous le choc. Ils imaginaient d'autres victimes, mais pas autant. Et pas un mode opératoire aussi pervers. Mais pourquoi a-t-elle avoué ? Et pourquoi maintenant ? À partir du moment où elle l'a dénoncé la première fois, en disant « mais de toute façon, j'en peux plus, il va ressortir demain ou après-demain, de toute façon, il s'entend pas du tout avec notre fils, ça va pas du tout. Il va revenir, il a un sale caractère, il n'y a pas d'affect. Elle me dit pas « il va revenir, c'est un assassin ». Il a un sale caractère, c'est-à-dire que c'est la vie quotidienne. Et j'en peux plus. Et en plus, la façon dont il parle à Céline, ça va pas. Une espèce de rationalisation. À ce moment-là, c'est elle qui reprend la donne, au niveau du couple. Fourniret est convoqué dans la foulée. Il confirme les aveux de sa femme, dont il dira d'ailleurs « Une des qualités de mon épouse, c'est qu'elle ne triche pas. » Il reconnaît 8 meurtres, mais s'il avoue, c'est simplement pour reprendre le contrôle. Séquence 4. Un jugement,
mais pas d'explication. Le problème, c'est qu'à partir du moment où Monique Olivier dit « si, c'est lui qui a fait ça », à tel moment, à ce moment-là, lui, il m'en a rajouté. C'est-à-dire qu'il reprend la donne. C'est un jeu de poker entre les deux. Immédiatement, elle avoue, mais en même temps, elle se victimise totalement. Je ne pouvais pas faire autrement. De toute façon, je suis persuadé que j'allais y passer. Alors que, moi, elle m'a dit que dans la vie de couple, il n'avait jamais été violent physiquement. Jamais. Menaçant, oui. Le fait qu'elle se planque derrière Michel Fourniret, c'est un jeu dans le couple. C'est-à-dire que du premier jour où Fourniret avoue parce qu'elle a avoué, tout de suite, il dit c'est moi. Monique, elle avait peur. Monique, elle n'y est pour rien. Monique, elle tremblait comme une feuille. C'est moi qui ai tout manigancé. Pourquoi il dit ça ? Parce que il est le maître du crime. Michel Fourniret, c'est quelqu'un qui a un ego absolu. Il faut qu'il soit le chef partout. Il veut être le chef du procès, il veut être enquêteur à la place des enquêteurs. C'est lui qui imagine les meurtres et c'est lui qui est responsable. Elle, il dit c'est une pauvre victime, elle n'a rien entre les deux oreilles, entre guillemets, et il utilise souvent cette expression, il la fait passer pour une fille bête. Et elle, ça lui va très bien de se planquer derrière ça. Un policier présent sur place dira « Ils n'ont absolument rien manifesté du tout ici. Ils vous parlent de l'assassinat d'une gamine comme d'un cadre ou de la couleur d'une voiture. » Fourniret, avec son sens sordide de la mise en scène, accompagnera les policiers dans les terres du château de Sautou, aux endroits où il a enterré les corps. Enfin, des corps. Les premiers retrouvés seront ceux de la Française Jeanne-Marie Desrameaux et de la Namuroise Elisabeth Brichet. Plus tard viendra celui d'Isabelle Laville. Ce qui compte pour Fourniret à ce moment-là, c'est que tout le monde sache que le patron, c'était et ça reste lui. Et certainement pas sa femme. Il disait d'elle « Elle avait le cerveau d'une poule lobotomisée. » L'idée qu'elle ait pu être d'une intelligence égale ou supérieure à lui, ça lui est insupportable. Qu'elle ait pu, elle aussi, prendre du plaisir dans la commission des enlèvements, des viols et des meurtres, il est incapable de l'imaginer. Alors il ne dit pas que c'est grâce à elle qu'il parvenait à kidnapper ses victimes. Il ne dit pas que c'est elle qui a immobilisé certaines gamines pour lui permettre de les tuer. Il ne dit pas qu'elle a parfois procédé à des toilettes intimes juste avant les viols, ni qu'il lui demandait de vérifier leur virginité. Il ne dit pas non plus qu'il rejouait les viols dans leur vie sexuelle. Et ça arrange bien Monique Olivier, dont la défense consistera à se positionner systématiquement en tant qu'idiote, en tant que victime de son mari. Elle le laisse prendre la lumière, et elle se cache derrière la personnalité complètement mégalo de Michel Fourniret. Et pourtant, la question de la sexualité de Monique Olivier, de ses fantasmes, eh bien, elle est fondamentale quand on essaye de comprendre ses motivations criminelles. Elle adhère à ses fantasmes, je pense aussi que par rapport à sa personnalité, quand on la décortique, si vous voulez, quand on fait une expertise, psy en tous les cas, on se rend compte que ça correspond aussi quelque part à ses fantasmes à elle. C'est-à-dire que manifestement, il y a toute une partie non visible de sa personnalité qui va dans ce sens-là. Et qu'elle masque totalement. Qu'elle masque notamment au niveau de la perception que peut en avoir l'autre, en quelque sorte. Soit par rapport à sa famille, mais surtout par rapport à l'image sociale. Et alors, l'image sociale chez un enfant, ça commence par l'école. Et l'école, elle était très en retrait, très inhibée, des difficultés d'apprentissage, etc. Mais quand on nous l'atteste, on se rend compte que là, d'une part, il y a énormément de prédominance de ce qu'on appelle la masculinité, c'est-à-dire que manifestement, elle a un compte à régler sérieusement pour dire les choses beaucoup plus simplement avec les hommes, avec l'image masculine. Et après, dans son parcours, on se rend compte que ça a fonctionné comme ça. Sa première rencontre avec un homme sur le plan de la sexualité, c'est quand même sur un quai de gare en Haute-Marne, je crois. Elle a 18-19 ans, elle est vierge. Le militaire lui plaît, elle cherche un petit peu une expérience, en quelque sorte. Et donc, elle me dit même que c'est elle qui paye la chambre d'hôtel. Elle n'est plus vierge à ce moment-là. C'est pas anodin quand après, au niveau du couple, le mythe de la virginité chez Fourniret, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que dans leur couple, par exemple, lorsque Michel Fourniret tuait, il se passait à peu près 15 jours, 3 semaines de pause sexuelle dans leur couple. Et au bout de 3 semaines, il rejouait la scène du militaire. C'est-à-dire que dans sa mégalomanie, dans sa toute-puissance, Michel Fourniret s'approprie totalement le fait que Monique Olivier n'ait plus été vierge, en quelque sorte, par un autre. Il s'approprie l'autre, en quelque sorte. Il ne pouvait pas supporter que ce n'était pas lui, quoi. Elle n'a jamais ressenti de plaisir sexuel, de ce qu'elle m'a dit. J'ai fouillé, évidemment, beaucoup là-dessus.
Alors, est-ce de la réalité ou pas? À la limite, pour moi, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'elle me le dise, qu'elle le ressente comme ça. Et de toute façon, elle m'a dit qu'elle n'a jamais été amoureuse. Jamais. Donc, elle recherche un homme par opportunité. En même temps, dans le fonctionnement du couple, dans le fonctionnement criminel du couple, elle y a trouvé également des bénéfices. Des bénéfices qui correspondent chez elle aussi à une sorte de sadisme, de perversion. On ne peut pas en faire l'économie, si vous voulez. Il faut quand même savoir qu'il l'aurait prostituée, qu'il a failli la tuer, noyée dans une baignoire. Je veux dire, c'est aussi des images quand même très très particulières. De la même façon qu'elle cache ses pulsions derrière celles de son mari, Monique Olivier a fait en sorte, consciemment ou pas, de se présenter comme plus bête qu'elle n'est. Fourniret, dans son délire mégalo, le répète d'ailleurs à qui veut l'entendre. Alors c'est peu dire que la surprise est grande quand, à l'occasion du procès de 2008, les experts psychologues et psychiatres révèlent que Monique Olivier a un QI bien supérieur à la quasi-totalité de la population. Lui, il avait cette non-intelligence de vouloir se mettre devant, d'être un grand pervers, d'être extrêmement narcissique et de vouloir qu'on parle absolument de lui. Fourniret, je pense qu'il s'est mesuré à du trou. Elle, son intelligence, elle y a très bien réussi au début, c'est d'arriver à passer sous les radars, passer entre les mailles du filet, se faire passer pour bête. Quand elle était en audition avec les enquêteurs belges, des fois elle restait 20 minutes sans rien dire, elle tremblait. Monique Olivier, c'est la guerre d'usure. Et c'est un très bon stratège militaire pour la guerre d'usure. Tu vas lâcher et moi, je serai toujours là, je dirai non, c'est pas moi, et j'arriverai à passer sous les radars. La stratégie de la défense de Monique Olivier, c'était, en quelque sorte, elle a été victime d'eux. C'était pas la femme d'eux, c'est la victime d'eux. Elle était sous emprise, etc. Des mécanismes comme ça qu'on connaît bien, dépendante, immature, soumise, extrêmement inhibée. Voilà, c'est le profil un petit peu comme ça qui émergeait du dossier, et c'est la façon dont elle s'est présentée aussi au niveau du procès, si vous voulez. Alors qu'en fait, à partir du moment où nous on l'expertise et on constate qu'elle a un QI quand même très très important, qui correspond à un QI de quelqu'un de surdoué, à peu près 2% de la population française, c'est quand même pas anodin, si vous voulez. Bon. Le QI, c'est la culture générale, etc. C'est par rapport à un échantillon témoin d'une population, et c'est pas parce qu'on a un QI intelligent qu'on va réussir à l'école, ça n'a strictement rien à voir. On peut très bien échouer à l'école parce qu'on a une problématique affective, de ressenti, d'abandonnique, de blessures, etc., qui fait qu'on est angoissé et on ne peut pas réussir. Nous, dans le test, on a constaté qu'elle avait des capacités, justement, de l'apprentissage extrêmement importantes, mais qui ne se sont pas exprimées lorsqu'elle était enfant ou adolescente. C'est pas pour autant qu'on a ce QI-là qu'on ne peut pas être soumise. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Simplement, je constate, c'est un fait. Maintenant, le QI, pour nous, c'est un moyen d'investigation. C'est pas une fin en soi. Ça ne donne aucune vérité, évidemment, mais c'est quand même un moyen d'investigation. Le QI ne mesure absolument pas tout ce qu'il en est de l'affect. On a d'autres moyens. Moi, par exemple, j'ai fait passer un autre test, un test de frustration de Rosenzweig sur les bandes dessinées, des actes de la vie quotidienne. Ça me permet de voir comment les gens savent lire, savent écrire, comment ils formulent un petit peu les choses par rapport aux actes, et surtout s'ils font des fautes d'orthographe ou pas. Quand je présente le test à Monique Olivier, elle me dit « Ah, je ne vais pas y arriver, monsieur l'expert, vous savez. » Voilà. Je lui dis « Mais madame, on a le temps, vous inquiétez pas, allez-y, je vous en prie. Prenez votre temps. » Bon. Elle me dit « Bon, je vais essayer. » Elle me répond de façon extrêmement bien organisée, très structurée, avec une excellente image sociale, potentiellement en tous les cas, vous voyez. Elle prend des initiatives, elle affirme sa personnalité, elle n'est pas du tout dépendante dans les réponses qu'elle donne. Au procès de Charleville-Mézières, les témoignages des experts concernant le QI de Monique Olivier vient donc donner une nouvelle lecture de sa personnalité. Loin d'être l'idiote que décrit son mari, une image derrière laquelle elle passe son temps à se cacher, est-ce que ce serait pas elle, le cerveau du couple ? C'est peu dire que sa posture de femme effrayée, soumise et obéissante en prend un coup. À la fin du procès, le réquisitoire du procureur est quasi exclusivement concentré à l'encontre de Monique Olivier. Cela s'explique d'abord parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu relatif à la culpabilité de Fourniret, qui a reconnu la majorité des crimes abominables qu'on lui reprochait. Il sait, tous savent, qu'il sera condamné à la perpétuité incompressible. Mais pour Monique, c'est différent. Parce qu'on ne sait toujours pas qui est Monique Olivier.
C'est exactement la même posture qu'elle avait quand on l'a mis à l'école, et notamment au niveau de l'adolescence. Elle avait une posture. Donc si elle pouvait longer les murs, si elle pouvait, être entre le papier peint et le mur, elle l'aurait fait. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on se dit, mais voilà, elle est à un procès, elle est à côté d'un monstre, elle a vécu pendant 20 ans avec un monstre, c'est l'incarnation du mal, Michel Fourniret, apparemment, vous voyez, je veux dire, bon, voilà, elle est là. Maintenant, elle a une personnalité extrêmement complexe, et je ne suis pas du tout persuadé qu'on arrivera un jour à faire le tour. Je ne suis pas persuadé. Autant Michel Fourniret, à partir du moment où on l'a catalogué de monstre, on injectait du narcissisme chez lui, c'est-à-dire que ça lui faisait un plaisir fou, au contraire. Mais je vous en prie, continuez comme ça, vous voyez. Autant, si elle, on va la cataloguer de monstre, de tueuse, ça ne peut pas marcher, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'à ce moment-là, elle va faire comme elle a toujours fait, elle va se replier sur elle-même. Ah non, mais moi je ne peux pas, de toute façon... Puis quand je parle, de toute façon, c'est maladroit, en général, voilà. Puis j'arrive pas à répondre. Je pense qu'elle va jouer ça. Monique Olivier est plus complexe que Michel Fourniret. Il y a quelque chose d'insaisissable dans ses motivations à elle. Et notamment parce qu'il s'agit d'une femme, d'une mère. Le procureur de la République, dans son réquisitoire, lui lancera « Vous avez trahi la cause de toutes les mères, des femmes. » C'est ça, au fond, non pas qu'on reproche le plus, mais qu'on comprend le moins chez Monique Olivier, qui déstabilise. C'est ça qui, notamment pour certaines familles de victimes, la rend plus terrible encore que son mari. Certaines familles pour qui Monique Olivier, elle est pire que Fourniret. Les mères de victimes, Madame Laville notamment, ont besoin, elles veulent la voir en face d'elles. Parce qu'elles diront toujours... On pense qu'elle est plus terrible que lui. Elle la pense plus coupable parce que Monique Olivier est une mère. Alors, Michel Fourniret est un père. Quelle est la différence ? Monique Olivier, elle a porté des enfants. Et elle a mis son enfant comme appât pour tuer les filles de ces mères de victimes. Donc, elles, c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas comprendre. Pour elles, ça les déchire. Et donc, elles veulent aller au procès. Elles veulent affronter cette femme, elles veulent la voir les yeux dans les yeux et lui poser la question. Mais comment avez-vous pu ? Comment avez-vous pu tuer ma fille ? Vous êtes mère d'enfants, vous avez porté des enfants. Évidemment, elles n'auront jamais de réponse. L'avocat de Monique relèvera cette sorte de double standard. Il lancera au juré « On reproche à ma cliente d'être une femme, une mère. Mais on n'a jamais dit de Michel Fourniret, vous avez trahi la cause des pères, des hommes. » Comme si la maternité de Monique Olivier était une circonstance aggravante au final. Monique Olivier est condamnée pour complicité dans 4 meurtres et un viol en réunion. Elle écope d'une peine à peine plus légère que son mari, condamné sans surprise à la perpétuité incompressible. Monique Olivier est condamnée à la prison à perpétuité avec une mesure de sûreté de 28 ans. Il s'agit encore de la peine la plus lourde infligée à une femme en France. Elle sera aussi condamnée 10 ans plus tard, avec Michel Fourniret, pour complicité d'assassinat dans l'affaire Farida Hamish. Depuis que Fourniret est mort, en 2021, Monique Olivier est plus que jamais la clé dans les affaires qui restent inexpliquées, notamment celles concernant la disparition de Marie-Angèle Domès en 1988, de Johanna Barish en 1990 et d'Estelle Mouzin en 2003. Un procès est prévu en France pour ces 3 affaires d'ici la fin de l'année 2023. Choisira-t-elle de rester dans sa posture de femme soumise, de victime ? Ou bien est-ce que Monique Olivier assumera-t-elle ses responsabilités, sa propre volonté, sa perversité ? Malheureusement, pour beaucoup, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a rien à attendre de l'autre ogre des Ardennes. Il ne reste rien à espérer de Monique Olivier. Si le dernier épisode de cette série a été consacré à Monique Olivier, en réalité c'est cette affaire qui en est à l'origine. Parce que je connais l'une des familles de victimes, et parce que j'ai grandi en tant que juriste et que journaliste avec cette affaire. Je commençais mes études de droit au moment du premier procès, j'étais chroniqueuse judiciaire lors du second, et c'est l'annonce officielle de l'implication du couple Fourniret-Olivier dans la disparition d'Estelle Mouzin qui m'a convaincue de me lancer dans la construction d'une série autour des femmes coupables. Alors, bien sûr, interroger la violence des femmes ne revient en aucun cas à minimiser les violences qu'elles subissent.
La violence des femmes doit être pensée en tant que phénomène marginal au regard de la violence masculine. Et c'est bien cet aspect marginal qui justifie que l'on doive s'y intéresser. Parce que pour appréhender tous les enjeux contemporains liés à la place de la femme dans nos sociétés, il est fondamental de revenir s'interroger sur la capacité de violence des femmes. Comme l'explique la sociologue Colline Cardy, au micro de Charlotte Bien-Aimée, notre société ne reconnaît pas aux femmes la capacité d'être violentes. Et au fond, elle leur ôte ce pouvoir-là. Certes, on pourrait dire que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, que c'est pas plus mal que les femmes soient, d'un point de vue statistique, moins violentes. Mais, comme le rappelle la sociologue, même dans nos sociétés démocratiques, avoir accès au pouvoir de violence est un enjeu important. Et avoir accès à ce pouvoir, c'est différent de l'utiliser. Ça veut juste dire que c'est du domaine du possible. Et c'est pour ça qu'il est, je crois, nécessaire de faire attention à penser la violence des femmes, de ne pas soit l'invisibiliser, soit la pathologiser, c'est-à-dire pour la rendre exceptionnelle. Autrement dit, soit de l'ignorer, soit de n'accepter que des grandes figures de femmes criminelles. Mais au contraire, d'accorder aux femmes le même espace de liberté et donc de complexité que la justice accorde aux hommes. Ni plus ni moins. Et j'espère qu'avec cette série, on sera parvenu à proposer une certaine diversité d'histoires et donc de complexité sur les rapports que les femmes peuvent entretenir avec la violence et le crime. Merci à Michèle Fine, journaliste d'investigation et réalisatrice d'une série documentaire intitulée « L'affaire Fourniret dans la tête de Monique Olivier », disponible sur Netflix. Merci aussi à Jean-Luc Ployer, expert psychologue auprès des tribunaux. Il a coécrit avec Mathieu Livorel l'ouvrage intitulé « La passion du mal », paru en 2022 aux éditions Grasset. Femmes coupables, un podcast La Première, de Juliette Proutot, préparé avec Margot Page et réalisé par Anna Bui et Alexandre Duval. Tous les épisodes de la série Femmes coupables consacrés au grand procès de femmes sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.